Bonjour à tous, nous sommes en direct du parc floral, où nous sommes devant la maison Paris Nature, qui est la ressource biodiversité de la ville de Paris. Et aujourd'hui, on vous propose un live avec Frédéric Jarry, qui est conseiller environnement. Bonjour. Vous le connaissez certainement parce que ce n'est pas le premier live qu'on fait avec lui. D'ailleurs, vous avez peut-être suivi ce matin, on était sur Twitch et sur Facebook, sur un live sur la reconnaissance des arbres via leurs feuilles. Voilà. Et aujourd'hui, maintenant, Fred nous propose une séquence orientée insectes. Sur les insectes, sur les petites bêtes en général. Donc effectivement, ce matin, on a fait un peu de botanique. Là, on va faire un peu plus d'entomologie. Malgré la météo, hein, forcément, quand on veut aller chasser les petites bêtes, les insectes, il faudra vraiment choisir les meilleures journées ensoleillées. Pas trop chaud non plus, pas caniculaire, mais voilà, avec du soleil, pas trop de vent. Là, aujourd'hui, il pleuviote, c'est pas bon du tout, les insectes vont se cacher. Donc, mais vous inquiétez pas, je suis un bon chasseur, j'ai trouvé des choses. On a quand même des chances de voir voilà, des et Carlos insectes. m'a aidé tout à l'heure, on a attrapé déjà des petits animaux. Voilà, parce que si on attrapait en direct, on n'aurait rien vu. Donc là, on est devant la friche, alors qui vient d'être relabourée. Hein, donc une friche, c'est un terrain mis à nu pour que les plantes viennent d'elles-mêmes. Donc là, les jardiniers du parc floral n'ont pas le droit d'y toucher. Donc tout vient naturellement, par le vent, par les animaux. Donc les graines viennent naturellement. Donc ça vient d'être labouré. Vous voyez, ça y est, c'est reparti. Donc comme ça, on aura des plantes sauvages qui vont fournir du nectar pour les insectes. Et des feuilles aussi, des feuilles nourricières pour les larves d'insectes surtout. Très bien. Voilà, donc du coup, devant, on a mis donc, la friche, ce sera le couvert. Et là, on a mis des gîtes, donc des petits totems à insectes. C'est ça. Donc vous pouvez fabriquer très facilement en perçant voilà, des rondins de bois. Donc plus c'est profond, mieux c'est. Hein. Par contre, voilà, donc là on est sur des diamètres un peu trop gros. Alors, il faut rester plutôt sur des diamètres comme ceci. Après, c'est bien de varier quand même les diamètres pour les différentes espèces. Voilà. Par contre, j'ai attrapé une abeille spéciale, donc ça c'est pour les abeilles solitaires et les guêpes solitaires. Et tout à l'heure, j'ai quand même vu qu'il prospectait une abeille spéciale que j'ai réussi à attraper, que je vais vous montrer. D'accord. Tu nous expliqueras ce que c'est que la différence entre les différentes abeilles. Ouais, bah, je peux le dire maintenant. Ouais. Écoute, d'ailleurs s'il y a des questions en direct, hein, n'hésitez pas, oui. on essaiera d'y répondre. Alors, donc effectivement, en France, il n'existe qu'une seule espèce d'abeille domestique, donc l'abeille à miel, Apis mellifera, donc à laquelle on lui puise un petit peu de miel. On lui en garde un petit peu pour elle quand même, c'est pour elle le miel au départ. Et à côté de cette unique espèce d'abeilles domestiques, donc qui vivent en société, hein, dans une ruche, il y a 50 000 individus, dans une belle ruche. À côté de ça, en fait, on a 100 autres espèces d'abeilles dites solitaires. Les masques, ça fait de la buée, surtout quand il pleut. Donc on va se mettre comme ça, ça sera mieux. Voilà. Donc abeilles solitaires, c'est les abeilles qui ne vivent pas en communauté, elles vivent en solitaire, elles vont s'accoupler, les femelles vont s'accoupler avec les mâles, et ensuite elles se séparent, et les femelles vont emmagasiner du sperme dans une spermathèque, donc elle va s'accoupler avec un ou plusieurs mâles, emmagasiner du sperme dans une spermathèque, dans son corps. À côté de ça, elle a une oothèque, donc une bibliothèque d'œufs, et quand elle le souhaitera, elle va féconder, ou non d'ailleurs, hein, les œufs avec le sperme. Donc si je me souviens bien, donc ensuite ces abeilles solitaires vont chercher des orifices comme ça, des cavités, souvent ce sera dans les tiges creuses ou dans la terre, donc selon les espèces, hein, ou dans du bois. Et donc du coup elles vont chercher des cavités, aller pondre un œuf, ensuite aller chercher de la nourriture pour la larve, donc les abeilles solitaires en général sont végétariennes, donc elles vont chercher du pollen, ramener du pollen. Faire une cloison, donc selon l'espèce ce sera une cloison de terre ou de feuilles ou de coton. Voilà, là on a une petite osmie là, regardez, hop, hop ça y est, elle est rentrée dans le trou, elle prospecte, elle est en train de prospecter. Alors là elle est rentrée dans un trou un peu trop grand, je pense, pour elle, donc peut-être c'est juste une prospection. Donc c'est une osmie, c'est une abeille poilue, pas très colorée, donc abeille solitaire. Donc elle c'est une maçonne, donc c'est-à-dire qu'elle fait des cloisons en terre. Donc là, écoutez, elle reste assez longtemps, donc peut-être que ça lui convient, peut-être qu'elle pond. Et elle ira chercher du pollen et ensuite chercher de la terre pour faire ses cloisons de terre. Une fois qu'elle a fait une cloison de terre, elle va recommencer, elle va repondre un œuf, pollen, cloison, œuf, pollen, cloison. Donc c'est pour ça que votre cavité, c'est bien qu'elle soit le plus profond possible. C'est-à-dire qu'une seule abeille peut s'accaparer plusieurs trous. Exact. Ouais, plusieurs trous, mais j'ai un doute effectivement si ça peut aller dans plusieurs trous.
Mais en tout cas, dans un seul trou, si le tuyau est assez long, il faudrait qu'il soit 2 fois plus long que ça, dans l'idéal. On aura 5 à 7 loges voilà, pour une femelle. Après, effectivement, peut-être qu'elle va prospecter d'autres trous, je ne sais pas. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'est assez rigolo, c'est que la maman, elle va décider si elle fait des œufs mâles ou des femelles. Donc, soit elle va féconder son œuf avec le sperme, soit elle ne va pas le féconder. Donc, si elle pond un œuf non fécondé, ça donnera un mâle. Et si elle féconde l'œuf, ça donnera une femelle. Et donc ça, elle le choisit. Donc nous, on ne sait pas faire, mais elle sait le faire. Et donc ce qui fait qu'elle va faire des mâles à la sortie et des femelles au fond. Donc elle commence par des femelles et ensuite elle met des mâles à la sortie. Et comme les mâles, ils se développent plus rapidement, donc du coup les larves vont se transformer en nymphes, en chrysalides. Et ensuite la nymphe va se transformer en adulte. Et donc le nouvel adulte va émerger, creuser la cloison de terre, sortir pour laisser le passage au suivant. Voilà, donc les mâles sortent d'abord et les femelles ensuite. Voilà comment ça se passe chez les abeilles solitaires. Très bien. Il existe aussi des guêpes solitaires. Alors là, j'en ai pas vu, c'est encore un peu tôt dans l'année. Alors là, on voit déjà des trous qui sont bouchés. Alors par de la résine, donc ça c'est une autre espèce. Et sinon c'était de la terre tout à l'heure. Et voilà, là on a de la terre ici. Et ici, alors ça c'est bien, on le voit quand même ici. Mais ce sera plutôt, c'est peut-être un reste de l'année dernière, plutôt en juillet-août, on aura de l'herbe qui dépasse des orifices. Et ça, c'est typique des guêpes solitaires comme les sphex mexicains. Ce sont des guêpes noires qui vont chasser. Donc du coup, les guêpes, elles sont plutôt carnivores pour le coup. Les abeilles sont végétariennes. Là, ce sont des carnivores. Donc elles vont chasser d'autres insectes. Donc dans le cas des sphex mexicains, elles vont chasser des orthoptères. Donc c'est des criquets, sauterelles. C'est bien que j'en parle, comme ça on va voir tout à l'heure les orthoptères. Grillons, sauterelles, criquets. Elle va les chasser donc dans les hautes herbes, dans la friche, d'où l'intérêt d'avoir de la friche, on aura des sauterelles. La guêpe va aller piquer les sauterelles, les capturer, les piquer pour les endormir, elles sont toujours vivantes. Elle va lui couper les pattes, tout ce qui dépasse, ce qui est coriace, ce qui n'est pas à manger, il reste que le tronc. Et elle les emmène, les troncs, donc les corps de sauterelles, dans les orifices. Donc elles vont en ramener 2, 3, pondre un œuf. Et ensuite boucher avec de la paille, donc de l'herbe séchée. Les larves utiliseront les corps des... Et du coup, effectivement, les larves vont consommer les criquets, donc qui sont finalement paralysés, donc ils se font dévorer vivants. D'accord. Un peu la cruauté, mais c'est la nature. Ah, c'est la nature. Ça reste frais. Ils n'ont pas de frigo, c'est le moyen. Voilà, du coup un petit peu pour la théorie. Donc pour ce petit coin de friche, on voulait commencer ici. Donc les petites bêtes, comment est-ce qu'on les chasse? On a besoin de matériel en entomologie. Je vais vous montrer un petit peu le matériel avant de vous montrer les animaux. Alors on va commencer bien sûr par cet outil très connu. Voilà, les gens connaissent ce filet à papillons, dit à papillons, mais en fait ça ne sert pas que à attraper les papillons, en fait ça attrape tous les insectes volants. Donc c'est une petite toile très souple, donc qui ne va pas dans l'eau normalement. Là il pleut, mais voilà. Donc c'est pas fait pour, c'est pas une épuisette, c'est un filet tout léger pour attraper les insectes en vol. Donc il peut être de différents coloris, peu importe. Et donc on attrape les insectes volants, les mouches, les abeilles, les papillons. Après on peut avoir un autre matériel comme ceci, mais plus renforcé au bord, plus solide, qui s'appelle un filet fauchoir. Donc il va permettre de faucher les hautes herbes. Donc là je le fais un petit peu, mais c'est pas très bien parce que c'est un filet très fragile. Donc au bout d'un moment il va s'user ici. Et du coup tu n'attrapes pas les mêmes insectes avec. Et donc du coup on va attraper d'autres insectes que les insectes volants. Donc les insectes volants en général sont à la lumière, au soleil. Alors que pour les filets fauchoirs, c'est plutôt des insectes qui seront dans les hautes herbes, un petit peu au frais. Voilà. Très bien. Donc pour attraper des criquets. Je rappelle à toutes les personnes qui nous regardent que vous pouvez poser des questions sur le mode d'appréhension des insectes et éventuellement on y reviendra au cours de l'émission sur leur mode de vie. Voilà. Alors là, ça c'est un peu moins connu, mais hyper intéressant pour les entomologues ou entomologistes. Puis c'est assez simple. Voilà, effectivement, ça c'est très facile à fabriquer, pas besoin d'aller en acheter, c'est pas la peine de mettre, je sais pas combien ça coûte, mais pas la peine de mettre trop d'euros là-dedans. Vous prenez 2 bâtons, un système de fixation au centre que vous pouvez serrer, hop, des petits crochets au bout, coûte rien, un bout de nappe,
des anneaux et hop, ça y est, j'ai fait un parapluie japonais. Un parapluie Donc c'est un japonais. parapluie, hein, aujourd'hui on pourrait s'en servir, mais qu'on retourne pour recueillir les insectes sous une branche. Alors, donc on va sous un arbre, hein. Là celui-là n'a pas de feuilles donc ça n'a pas trop d'intérêt, mais voilà, on va sous une plante et hop, on secoue la plante pour faire tomber les animaux qui se seraient accrochés dessus. Et là, hop, regardez, pas tricher, hein. Ça y est, on a attrapé un petit animal ici que vous avez peut-être reconnu. Je sais pas si toi, elle est pas de Carlos, la tu couleur. Oui, la c'est- vois. c'est une Hein, coccinelle, c'est j'ai une coccinelle, l'impression. tout à fait. Alors, vous voyez, elle est toute petite celle-ci, hein. Donc ça, c'est une coccinelle certainement, faudrait que je m'approche un peu, mais c'est certainement une coccinelle à 2 points. Donc la coccinelle à 2 points, alors c'est bien celle-ci parce que vous voyez, elle est noire avec 4 points rouges. Mais en fait, il faut savoir que c'est la même coccinelle qui peut être orange avec 2 points noirs. D'accord. Donc ça s'appelle la coccinelle à 2 points. Donc par sa taille, vu qu'elle rentre assez petite, c'est certainement celle-ci. Et donc ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, cette coccinelle à 2 points, elle peut avoir plusieurs types, plusieurs variétés, D'accord. plusieurs morphes. Donc celle-ci qui peut être donc soit la rouge à 2 points noirs, soit la noire à 4 points rouges. Mais en fait, donc son nom, c'est quand même si elle a 4 points rouges, c'est quand même coccinelle à 2 points. D'accord. Donc les points, c'est pas l'âge du tout de l'insecte, en fait c'est son nom d'espèce. Donc on a celles de chez nous les plus connues, c'est la 2 points et la 7 points que j'ai attrapé aussi tout à l'heure. Et après on a maintenant la coccinelle dite asiatique, qu'on peut aussi appeler coccinelle arlequin, qui elle a beaucoup plus de points, elle a plus que 10 points. On va la voir tout à l'heure. Donc vous voyez, parapluie japonais, ça marche super bien, on secoue, on récolte, on met dans une boîte loupe, où on aspire avec un aspirateur à insectes, justement, que je vous montre tout de suite. Donc là, un coléoptère comme ça, un scarabée, hein, donc c'est la famille des scarabées, hein, les coccinelles. On n'a pas besoin de l'attraper avec un aspirateur à insectes, mais si c'était une fourmi qui court un peu vite, là ce serait plus intéressant. Et donc voilà, quand on a capturé notre animal qui est en train de courir sur notre nappe, on va utiliser cet appareil. D'accord. Donc il y a un petit embout ici et un grand embout ici. Donc là, c'est par ici que je vais aspirer avec ma bouche. Ça s'appelle un aspirateur à bouche. Et donc quand on va aspirer, l'insecte va être aspiré dans la boîte et ne va pas monter jusqu'à ma bouche, C'est ce que j'allais parce te demander. qu'ici il y a un petit filtre au niveau de ce D'accord. bouchon, Oui, oui, on le voit. donc qui va m'empêcher d'aspirer l'insecte, hein. Voilà, donc du coup, alors je vais peut-être pas le faire avec la... Oh si, ça va peut-être marcher. Alors, par contre, il faut enlever le masque. Hop. Voilà, et il est rentré dans ma boîte. Elle est bien là, ouais. Et après, bah, je peux bien l'observer tranquillement, regarder le nombre de pattes, etc. Voilà, on peut regarder sous son corps, vous voyez, sans que je l'abîme. Ça peut être intéressant. Et comme c'est un bouchon, tu peux la relâcher tout de suite Et après. tout à fait, effectivement. Je vais la libérer tout de suite avant d'oublier. Hop. Et hop, elle est sortie. Tac. Bon, finalement, Donc voilà, on ça se c'est rend du compte, matériel très intéressant pour capturer les insectes. ce sont des outils assez simples en fait. Ouais. Alors après, peut-être pour fabriquer un... Ça peut Oui. fabriquer, j'ai déjà vu des bouquins qui expliquaient comment fabriquer, mais c'est déjà un peu plus de bricolage. Voilà pour le matériel principal. On va aller le ranger, puis on va aller voir les animaux qu'on a attrapés tout à l'heure. Parce que là, vu que c'est tout mouillé, ça va être très calme. Donc pour les personnes qui nous rejoignent en cours de direct, je vous rappelle que nous avons une chaîne YouTube et que de toute façon, toutes les lives que nous filmons, que ce soit ici ou dans d'autres structures, je pense à la maison du jardinage ou à la ferme de Paris, vous les retrouverez sur cette chaîne YouTube. Bon, celle-ci, il sera dès cet après-midi, je crois. Voilà. Alors là, on arrive devant la collecte. Voilà, donc la ça c'est ce qu'on a récolte. capturé il y a une demi-heure, hein, c'est en pas longtemps. On va essayer de les libérer le plus rapidement possible pour pas trop leur faire de mal. Bien sûr. Et puis bien sûr, on n'a pas tout capturé, on a relâché. Il y en a même qui sont échappés, je crois. Ouais, voilà, on n'a pas non plus récupéré 20 fourmis, hein, une seule suffisait pour la science, pour l'étude. Donc déjà, on va regarder notre petite image là, la clé d'identification des bestioles sans os. Donc ça, c'est une petite chose que vous pouvez mémoriser, qui est assez simple. Quand vous êtes devant une petite bestiole sans os, donc un invertébré, donc c'est les petits animaux en général, vous allez compter les pattes pour connaître sa famille. Donc, soit il a 0 pattes, 7 pattes, oui. soit il a 6 pattes, soit il a 8 pattes. Ici, c'est de 10 à 16 pattes, hein, je dis bien 16, il faut que je corrige. Et ici, c'est 16 pattes ou plus, hein, plus que 16 pattes. Donc, 0 pattes.
on va regarder, donc dès qu'on a répondu à cette question, on demande est-ce qu'il y a des tentacules sur la tête. Donc les tentacules, c'est ça. Alors ce qui me permet de vous dire que donc là, si on a des tentacules, c'est les fameux mollusques. D'accord. Et donc sur Terre, les mollusques terrestres, en général, ce sont les gastéropodes. Escargots. Les escargots et les limaces. Alors du coup, le mot tentacule, ça permet de vous expliquer pourquoi est-ce qu'on dit tentacule. En fait, tentacule, donc on ne dit pas antenne chez les escargots, on dit tentacule parce que dès qu'on est dans la famille des mollusques, tout appendice qui dépasse du corps, on appelle ça une tentacule. Donc que ce soit sur la tête ou par exemple dans les mollusques marins, la pieuvre ou la seiche, elles ont des tentacules, donc elles c'est plutôt en termes de bras, hein, sous le corps. Voilà, donc c'est un appendice qui est sous la tête. Appendice chez les mollusques, c'est une tentacule. Voilà. Alors, je ne sais jamais si on dit une ou un tentacule, je m'excuse pour ceux qui font de... Peut-être les deux. Moi, j'aurais dit un. Ceux qui sont très forts en grammaire. Donc s'il n'a pas de tentacule sur la tête. S'il n'a pas de tentacule, là par contre, il va avoir un corps annelé avec des anneaux. Et donc, bien sûr, on sera dans la famille des annélidés. Hein, annelés, donc ils sont annélidés. Donc c'est les vers de terre. Hein. Alors, au passage, vers de terre et lombric, quelle est la différence? Aucune, c'est exactement la même chose. Voilà. Souvent, c'est ce qu'on nous demande, quelle est la différence entre un lombric et un ver de terre? C'est la même chose, c'est un synonyme. Donc 0 pattes, avec anneaux, annélide, sans anneaux avec des tentacules, mollusques. 6 pattes, bien sûr, ce sont les insectes. Alors, je crois que tu nous as pas parlé des larves. Alors, j'ai pas parlé des larves, ouais, parce que c'est un petit, comment dire... On est attentif. Hein. Ah ouais, voilà, tu essayé de me piéger. C'est, comment dire, c'est une petite exception, c'est-à-dire que si... en fait, il peut arriver qu'on tombe sur des larves d'insectes. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'on aurait des insectes, sauf que les larves d'insectes, certaines larves d'insectes, n'ont pas de pattes. Donc, du coup, on tombe dans ce groupe des 0 pattes. Donc, c'est un peu une exception. Donc, comment est-ce qu'on différencie une larve d'insecte d'un annélidé? La technique, c'est de voir s'il y a, parmi les anneaux, est-ce qu'il y a un gros anneau en plus? D'accord. Alors, sauf qu'il y a toujours un cas exceptionnel. Vous pouvez tomber sur un jeune ver de terre qui n'a pas ce gros anneau. En fait, le gros anneau, c'est que pour les vers de terre adultes. Voilà. Donc, c'est un petit cas exceptionnel, les larves. Après, elles ont quand même une tête particulière. Hein. C'est comme, je ne sais pas si vous connaissez les vers de farine, ce que mange la polenta. Hein. Donc, les vers de farine, ce sont des vers, des larves de... Donc, d'ailleurs, c'est un faux nom de vers, puisque ce ne sont pas des vers de terre, mais ce sont des larves de scarabées, donc les vers de farine. D'accord. Voilà. Et donc, ils ont quand même une forme, une couleur un peu spéciale. On voit qu'ils ont une carapace, voilà, comme un insecte. Donc, 6 pattes, insectes. D'ailleurs, on peut les appeler des hexapodes, 6 pattes. Un pod, ça veut dire patte. Tout à l'heure, on a vu gastéropode qui marche sur son gastère, donc sur son estomac. 8 pattes, arachnides. Donc, c'est la famille des arachnides. Dedans, on va trouver les vraies araignées, ici. Donc, qui ont un corps en 2 parties. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, les insectes ont un corps composé en 3 parties. Tête, thorax, abdomen, 6 pattes. Et les pattes, d'ailleurs, sont toutes attachées au thorax. Alors que les araignées, c'est 2 parties. Tête et abdomen. Alors ce qu'on appelle les cousins. Alors les cousins, ça dépend. J'aime pas trop ce nom-là parce que, mais bon, c'est bien que t'en parles comme ça. Ça veut dire que je vais essayer de démystifier le truc. En fait, ça, c'est plutôt ce qu'on appelle des faucheux. Donc le vrai terme, c'est faucheux. Alors après, le vrai nom que je préfère, son vrai nom, c'est opilion. On est dans la famille des opilionidés. Et là, on serait plutôt, enfin, il y a d'autres familles, mais la grande famille, c'est les aranéidés. Les opilionidés, ce sont des opilions ou faucheux, et certaines personnes peuvent appeler ça effectivement des cousins, mais il faut se méfier parce que normalement, les cousins, c'est plutôt les gros moustiques avec des ailes. D'accord. Voilà. Effectivement. Voilà. Donc, mais c'est vrai qu'ils ont des. Et d'ailleurs, il y en a qui appellent les cousins, donc les gros moustiques, il y en a qui les appellent les faucheux. En fait, ils mélangent un peu les deux parce qu'en fait, ce sont des animaux qui ont des pattes très fines comme ça. Et en fait, donc, le vrai nom, c'est opilion. Donc, ce sont des arachnides. Ce ne sont pas des araignées, mais ce sont des arachnides à 8 pattes, mais qui ont une seule partie de corps. Il n'y a pas double partie. Donc, la tête, l'abdomen, tout ça, c'est une seule boule. D'accord. Et ce sont des carnivores qui vont chasser là, gentiment d'autres animaux dans le lierre, dans les zones ombragées, dans le sous-bois, dans le jardin. D'où le terme de lion, hein, c'est un prédateur.
Mais bon, aucun danger pour nous. Et donc ils n'étaient pas très fines comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que si on les embête, qu'il y a des super prédateurs qui veulent les consommer, et ben eux ils vont s'enfuir et laisser une patte. Donc il y a une patte qui va se détacher un peu comme une patte, comme une sorte queue de de leurre. lézard, Ouais. et qui va servir de leurre effectivement, et que la patte va bouger comme ça en faisant un petit mouvement d'oscillation, comme une faucille, d'où le nom de faucheux. D'accord. Donc, le vrai nom de faucheux vient de ce mouvement-là, que les cousins ne font pas. Les cousins ne perdent pas de pattes et ne font pas ce mouvement-là. Voilà. Ensuite, alors du coup, on a 8 les pattes 10 à arachnides, 16. 10 à 16 pattes, très bien retenu. 10 à 16 pattes, ce sont les crustacés. Donc les crevettes, les homards, les crabes, 10 pattes, les crabes. Donc c'est une sous-famille dans les crustacés des 10 pattes, c'est les décapodes, les crabes. Et plus que 16 pattes, les myriapodes, donc plein de pattes, une myriade de pattes. Vulgairement appelé 1000 pattes, qui est un faux nom puisqu'il n'y a aucun myriapode qui a 1000 pattes. Le maximum c'est 250 pattes, si je ne me trompe pas. Donc vous voyez qu'on n'y est pas sur les 1000. Alors, moi j'ai une question, là on a les crustacés de 10 à 16 pattes, est-ce qu'il existe des crustacés que tu peux trouver au jardin? Ouais, très bien, voilà, effectivement les crustacés sont tous aquatiques. D'accord. Soit dans l'eau de mer, soit dans l'eau douce. Il y a beaucoup de crustacés d'eau douce, mais il existe un crustacé terrestre, c'est le cloporte. Je crois que j'en ai attrapé. Voilà, ici. Alors, il ne s'envole pas, donc je peux les montrer. Est-ce que tu vas réussir à voir? Donc, ouais, cloporte, vous savez, ce sont les petits animaux qui, quand on les embête, vont se mettre en boule. Donc, ils vont fermer leur porte close, cloporte. D'où le nom de cloporte, c'est porte close. Et donc, si on arrivait à compter les pattes, il y en aurait 14. Donc on est bien entre 10 et 16 pattes. D'accord, donc c'est un une petite crustacé. fourmi qui se balade à côté. Oui, fourmi, 6 pattes, insecte. Très bien. Voilà, donc crustacé, c'est le seul crustacé terrestre, très bien. Alors celui-là, c'est pas une espèce qui se met vraiment en boule, celui-là il se mettra juste en U. Alors le fait de se mettre en boule, c'est pour cacher leurs pattes, pour pas qu'ils puissent se faire attraper, manger, donc ils sont protégés par leur carapace. Voilà, ici c'était plus que 16 pattes. On a réussi, c'est un myriapode. Carlos a réussi à attraper ça, c'est magnifique. Donc c'est un myriapode. Est-ce que je ne me mettrais pas plus à la lumière par là? Ouais, ce serait sympa, ouais. Hop. Myriapode, puisque si on comptait les pattes, on atteindrait, je crois, 20 pattes. Donc il faut compter, on compte qu'un seul côté, alors là ça va vite, il essaye de courir. Donc si on compte un côté, on en compterait 10, voilà, 10 x 2, on est à 20, on est à plus que 16, c'est bien un myriapode. Myriapode est donc sous-famille des chilopodes. Chilopodes, ça veut dire que c'est des lèvres transformées en pattes, puisque la première paire de pattes a été transformée en pince à venin pour capturer justement des cloportes ou d'autres invertébrés. Donc lui, c'est un carnivore. Dans les myriapodes, on a les chilopodes, donc qui sont des myriapodes carnivores, comme les scolopendres. Voilà, ça c'est une lithobie, je ne vous ai pas dit le vrai nom. Ça c'est une lithobie. Litho, c'est la roche. Ouais. Les monolithes, les menhirs, c'est des monolithes, une seule roche. Et bio, la vie. Donc c'est-à-dire qu'il vit sous la roche. Donc vous soulevez les souches, vous soulevez les pierres, c'est là que vous allez le trouver. D'ailleurs, on l'a trouvé sous une souche, sous un rondin de bois. Et donc il était à l'abri, à l'ombre, en attendant la nuit d'aller chasser des petites proies. Donc il préfère l'obscurité, l'humidité. Ouais, c'est plutôt nocturne. Voilà. Et ouais, ça reste à l'ombre. Très bien. Voilà. Et donc à côté de ça, on a d'autres myriapodes qui sont de la sous-famille des diplopodes. Diplopodes, ce sont des myriapodes détritivores. Donc eux, ils ne sont pas carnivores. Ils vont manger la matière organique. Donc c'est comme les yules. Dans ceux qui font des mots croisés, on trouve souvent en 4 lettres un myriapode yule qui va... tiens, je libère. Dès qu'on a vu la bête, je libère. Les yules, ce sont des détritivores, donc on trouve dans le compost. Donc ils vont manger les feuilles mortes, etc. Et donc décomposer la matière organique pour remettre la matière organique dans le sol pour les végétaux. Il y a des amis du jardin. Voilà, ça c'était les cloportes que je vais libérer. Ouais. Et la fourmi. On les a vus tout à l'heure. Ouais. Hop. Alors je vérifiais parce que la fourmi, elle m'a fait penser un petit peu. Il existe une araignée à 8 pattes qui ressemble à une fourmi. Une araignée myrmicole qui ressemble aux fourmis. Et justement, ça c'est les 8 pattes. Donc là, on est sur un animal à 8 pattes, arachnide. Exactement, puisqu'on voit 2 formes. Et donc, comme il y a 2 boules, c'est bien une vraie araignée. C'est pas un opilion. J'aurais bien aimé qu'on attrape un opilion, on n'en a pas eu.
Tiens, je vais ouvrir, on la voit bien. Et là, on est sur une araignée loup, la famille des Lycosidés. Lycos, hein, loup, parce que c'est une araignée qui, si on arrive à voir vraiment de près, elle est légèrement velue. Hein, on peut estimer qu'elle est un peu velue si on la caressait. Regardez les pattes, on voit que c'est un petit peu soyeux. J'utilise un terme cher à Madame Rollard du Muséum d'Histoire Naturelle, spécialiste des araignées, voilà, qui dit que les araignées c'est un monde de soie, vu qu'elles font de la soie par les fesses et qu'elles ont de la soie sur les pattes. Voilà, c'est pas des vilains poils, c'est de la belle soie. Un terme positif. Donc ça c'est une femelle, hein, juste pour information. C'est assez facile de déterminer mâle et femelle chez n'importe quelle araignée. Forcément c'est plus facile chez les grosses, hein, donc celle-ci est assez grosse. Vous voyez les deux mini, donc il y a 8 pattes, 8 grandes pattes, et entre les deux premières pattes, on a 2 mini pattes. Oui. Ça s'appelle des pattes mâchoires, donc pédipalpes en termes scientifiques. Et là, elles sont vraiment toutes fines. Toutes fines, c'est les femelles. Et si elles étaient bosselées avec des petits gants de boxe, c'était les mâles. Voilà. Donc ça, c'est très facile à voir chez les grandes araignées. D'accord. Donc araignée. Sur une araignée, c'était intéressant de voir la distinction entre arachnide et araignée. Alors, en fait, arachnide, c'est la superfamille des 8 pattes. Et dans les arachnides, on a les araignées. On a donc les araignées vraies à deux parties, les opilions, une seule boule. Et on peut également mettre les scorpions, 8 pattes. D'accord. Voilà, mais c'est un groupe à part. Et puis les acariens, bien sûr. Maintenant, on n'a que des insectes à 6 pattes. Hop, donc on va accélérer. Alors là, j'ai commencé normalement par les plus connus, ce sont les scarabées. Alors le terme scientifique, donc chez les insectes, on a différents ordres. Donc après qu'on a compté les nombres de pattes, dès qu'on a vu qu'il y a 6 pattes, eh ben on regarde la tête que ça a. Et là, ça a une tête de scarabée, c'est-à-dire qu'il y a une carapace très coriace, qu'on appelle des élytres, qui sont rouges ici chez cet animal. Donc bien sûr, vous aurez reconnu une coccinelle, et celle-ci, c'est la coccinelle à 7 points. Vous allez bien voir sur le côté 3 points. Je vais essayer de la maintenir. Oui, on la voit. Vous voyez 3 points sur le côté, 3 points, et 1 point au milieu là. Donc ça fait 3 plus 3, 6, et 1 au milieu, ça fait 7. Donc c'est la coccinelle à 7 points. Et vous voyez qu'elle est beaucoup plus grosse que la 2 points qu'on a vue au tout début. Voilà, donc ça c'est une grosse espèce. Et même au niveau répartition des couleurs, on n'a pas du tout le même schéma. Ah bah là celle-ci elle est rouge à point noir, alors que la première, alors là elle commence à ouvrir ses ailes, elle va s'envoler. Mais sinon tout à l'heure on a vu une coccinelle à 2 points qui était sous forme noire à point rouge. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc là on est dans l'ordre des coléoptères. Ptères c'est les ailes, là elle va s'envoler, hein, si je la mets là, elle se prépare. Voilà, si je la mets au sommet. Et regardez, elle va ouvrir ses ailes. 4 ailes. Coléoptère, voilà. Hop. Ah ben, elle s'est reposée sur moi, elle m'aime bien. Bon, on était un peu tout autour d'elle, on avait du mal à trouver une sortie. Donc coléoptère, ptère c'est les ailes, coléo en étui. Donc puisqu'il y a 2 ailes en étui rouges, coriaces, qu'on appelle des élytres. Et en dessous, il y a 2 ailes membraneuses qui vont se déplier pour voler. Donc les 2 premières, c'est uniquement une carapace de protection. Et les 2 du dessous, c'est pour voler. Donc les insectes en général, ils ont 4 ailes. Sauf exception. Donc 4 ailes ici chez les coccinelles. Celle-ci c'est la coccinelle arlequin, elle a à peu près la même taille. Normalement elle a la même taille. Celle-ci c'est pour le coup, c'est vrai qu'elle est assez petite. Elle est petite pour cette espèce, mais normalement elle a à peu près la même taille que la 7 points. Il faut dire que la 7 points là je la trouvais énorme. Ouais, celle-ci vous voyez elle a beaucoup plus de points. Elle a 2 grandes taches blanches. Alors on va pas nous laisser l'observer. Et alors elle a 2 taches blanches, surtout ce qu'il faut regarder c'est qu'elle a un M noir. Alors dans ce sens là ce sera un W noir dans le blanc. Oui. Ça, c'est caractéristique de la coccinelle dite asiatique. Vous voyez à l'écran. Donc le M noir, enfin à l'envers, sur fond blanc, sur son thorax. Parce que la tête, finalement, c'est tout petit, hein, c'est la petite tête qui est devant au bout. Alors là, je crois qu'elle est sur donc ça, c'est la coccinelle dite asiatique. Coccinelle arlequin. Ça y est, elle est sur toi. Je peux vous la montrer. Là, ça va être compliqué. Elle est sur le téléphone. Voilà, là, je termine un autre coléoptère. De la sous-famille des charançons. Oui. Donc c'est un coléoptère avec un scarabée, hein, avec une carapace, et en dessous il y a 2 autres ailes qui permettent de voler, même si c'est pas un grand volant celui-ci. Hein. Voilà, donc charançon c'est un scarabée qui a une tête très allongée, vous voyez, presque comme un éléphant. Il est là. Voilà, tiens, tu vas bien le voir. Je sais pas si on le voit bien à l'écran, mais la couleur verte est très vive. Alors là, elle est très flashy. Ça c'est un charançon de l'ortie, Philobius, qui est voilà, une coloration vert flashy ou bleu, qui peut tendre vers le bleu. D'accord. Voilà. Donc ça, on était chez les coléoptères. Maintenant, on va passer chez les lépidoptères.
Non, on va commencer par lui parce que je voudrais le libérer rapidement. Ça, c'est un hyménoptère. Gros spécimen. Donc voilà, c'est un gros spécimen. On est sur l'un des plus gros insectes de France de chez nous, hein. C'est la plus grosse des abeilles d'ailleurs. Donc c'est une abeille solitaire. D'accord. Donc les abeilles solitaires, voilà, je vous expliquais comment ça marchait. Hein. Oui. Et elle, pour le coup, elle va chercher des cavités dans le bois dur, donc dans les vieilles charpentes, des vieux bâtiments, et elle va finir de creuser un peu des trous et poser un œuf et faire une cloison de bouillie de bois. Donc c'est une abeille charpentière, d'où son nom, hein, abeille charpentière, ou xylocope. Xylocope, ça veut dire qui coupe du bois. Xylocope. Est-ce qu'elle a exactement, comme tu disais tout à l'heure, est-ce qu'elle a deux paires d'ailes, pardon? Alors oui, effectivement. Je regarde. Alors c'est très difficile de voir chez les hyménoptères. D'ailleurs, le terme hyménoptère, ça veut dire donc ptère les ailes et hymen mariage. En fait, les deux ailes, donc à gauche et à droite, les deux ailes de droite sont attachées ensemble. Donc on a l'impression qu'il n'y en a qu'une. Mais si vous regardez bien, on voit un petit trait noir. Donc on voit en fait finalement qu'il y a une séparation. Il y a deux ailes collées. Oui, alors je ne peux pas vous montrer parce que si je la manipule, si c'est une femelle, je vais me faire piquer. Oui. Hein, chez tous les hyménoptères, mais vraiment tous les hyménoptères, les femelles peuvent piquer et ou ont un venin. Donc par exemple, on a également les fourmis. Donc les hyménoptères, c'est les abeilles, les guêpes et fourmis. Et bien sûr, il y a les frelons et les bourdons, c'est pareil. Un frelon, c'est une grosse guêpe et un bourdon, c'est une grosse abeille. Donc si vous tombez sur un mâle, ça pique pas, il n'y a pas de dard. Parce qu'en fait le dard, c'est l'appendice au départ qui était prévu pour pondre les œufs. Et ensuite qui s'est un peu transformé avec des glandes à venin, donc qui permet de canaliser, de faire un petit canal pour injecter le venin. Fred, ouais. Puisqu'on en est à la démystification, moi quand j'étais petit on m'expliquait que le bourdon c'était le mâle de l'abeille. Ouais, ça aussi c'est... bien d'accord, tu viens de dire qu'il y avait des bourdons femelles et des bourdons mâles. Oui, alors ceux qui m'ont suivi ce matin, j'avais expliqué un des trucs qui m'embêtait dans la vie, c'était le miel d'acacia. Bon, genre j'y reviens pas, vous redirez voir la vidéo sur les arbres. Et là, c'est une des deuxièmes choses qui m'embête, c'est le terme de... alors c'est encore un petit attrait à l'apiculture, c'est le terme de faux bourdon, ça ne me plaît pas ce nom-là, effectivement. Les apiculteurs, bon je vais libérer cet animal. Oui, voilà. Donc si on l'embête pas, il n'y a vraiment aucun danger, ne vous inquiétez pas. Il va s'envoler vers le haut, bon là il est un peu fatigué, donc on va le laisser tranquille. Voilà, il est parti. Alors Xylocope violaceus, donc il est légèrement violacé, je ne sais pas si vous avez vu à l'image. Donc les faux bourdons, donc les abeilles domestiques, il existe des abeilles mâles et des abeilles femelles. Et à côté de ça, on a une autre espèce, c'est les bourdons. Et les bourdons, ils ont des bourdons mâles et des bourdons femelles. Mais chez les abeilles mâles, les apiculteurs appellent ça des faux bourdons. Voilà, parce que ça ressemble à des bourdons, c'est des abeilles poilues. Un bourdon, ça ressemble à une abeille. Voilà. Mais c'est un faux nom puisque bourdon, c'est une autre espèce. Et d'ailleurs, c'est une espèce sociale. Hein. Les bourdons vivent en communauté. Alors, c'est des mini-communautés d'une dizaine d'individus, 20-30 individus, qui fait aussi du miel pour elles. Hein. Donc, par contre, c'est vraiment pas beaucoup de miel, donc nous, on ne consomme pas. Voilà. Et donc, du coup, je réponds à une question de quelqu'un qui nous a posé un commentaire sur Twitch et qui demande, donc je parle pour Edith Snail, hein, est-ce que vous voulez me dire ici dans le conteneur? Non, en fait, on a juste récupéré des insectes dans le jardin. Il n'y a aucun animal qui a été, qui est issu d'un élevage. Ouais. Voilà, c'est vraiment des choses on les a attrapés, je vous dis, il y a une demi-heure, effectivement. Donc là, ils sont lâchés aussitôt. Aujourd'hui, on est filmé et sur Instagram et sur Twitch. Les choses soient claires. Voilà, donc on a eu des questions sur Twitch. Non, tout ça, on les a attrapés là il y a une demi-heure. Et donc j'essaye de le libérer le plus rapidement possible pour voilà, ces animaux sauvages qui se débrouillent dans la nature. Ouais. D'ailleurs, comme il fait un peu frais, hein, on les embête un petit peu, il faut qu'ils aillent se réchauffer. Donc hyménoptère, on a vu. Voilà, donc le terme de faux bourdon, ça me plaît pas. Hein, en fait, pourquoi dire faux bourdon? C'est une abeille domestique mâle. D'accord. Voilà, c'est comme un chien, il y a un chien mâle, un chien femelle. Bon, on peut dire chienne, ok. C'est un chien mâle et un chien femelle. Techniquement, terminé quoi. Pourquoi rajouter un nom? Devant toi, là, t'en as une, et tu voulais la garder pour après? Non, je sais plus ce que c'est que ça. Ça, si, je pense que c'est une fourmi. Ouais. Donc, on reste chez les hyménoptères. Je vous expliquais que les hyménoptères, c'est tout ce qui avait une taille de... Enfin, je ne l'ai pas dit, mais je le redis. C'est tout ce qui avait une fameuse taille de guêpe. Donc, entre tête, thorax, abdomen. Et ben, entre le thorax et l'abdomen, il y a une fameuse taille de guêpe.
D'ailleurs, les guêpes font partie des hyménoptères et les fourmis en font partie aussi. Donc, comme j'ai dit que ça faisait partie des hyménoptères, les femelles peuvent piquer donc soit elles ont un dard avec du venin, soit elles ont que du venin. Donc, c'est le cas donc, les fourmis dites rouges. Elles ont un dard avec du venin, donc c'est pour ça qu'on dit qu'elles peuvent piquer plusieurs fois, donc ça va finir par brûler un petit peu avec l'acide formique. Et les fourmis dites noires n'ont pas de dard. Par contre, les femelles, toujours les femelles, hein, ont des glandes à venin, donc avec de l'acide formique. Alors c'est pas du venin, c'est de l'acide formique. Elle va le projeter avec son abdomen, donc elle peut projeter une petite giclée d'acide formique, donc c'est acide, hein, c'est désagréable, ça fait piquer les yeux. Ses prédateurs, en fait. Voilà, donc ça va faire fuir, ça donne un mauvais goût, ça fait fuir les prédateurs. Voilà. Donc ça c'est les fourmis, hyménoptères. Toc. Ici on est chez les lépidoptères, les ailes à écailles. Lépido c'est écailles, donc c'est les fameux papillons. Et oui. Ça c'est un papillon. Sous forme larvaire. Et oui, voilà, ça c'est une larve de papillon. Donc on appelle chenille, encore une fois, on donne un nom superflu, mais c'est un papillon, larve. Voilà. Donc larve, c'est bébé papillon. Pour les insectes holométaboles, c'est-à-dire qui se transforment complètement. Il y a des insectes les bébés ne ressemblent pas aux adultes. D'ailleurs, on ne dit pas adulte en entomologie, on dit imago. L'imago de papillon, vous le connaissez, il a 4 ailes, hein, 4 ailes, je le répète. Et la larve, c'est ceci, voilà, qu'on appelle chenille, avec 6. Donc du coup, comme c'est un insecte, le papillon c'est un insecte, hein, donc on a dit 6 pattes. Et pourtant, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de pattes. Alors ça va être compliqué à vous montrer, mais bon, vous regarderez dans la nature que les chenilles ont 6 vraies pattes à l'avant, fines. Ou que c'est dur à finir. Voilà, ça va être très dur. Et faites-moi confiance et puis regardez dans la nature, je pense que c'est mieux, là, parce que sinon je risque de l'abîmer. Et là, on a des fausses pattes ventouses. Normalement, c'est 10 maximum, donc entre 4 et 10. Je la libère. Donc là, c'est 10 pattes, 10 fausses pattes, mais qui vont disparaître quand il va se transformer en adulte. Par contre, les 6 vraies pattes vont être conservées. Les 6 vraies pattes qui sont à l'avant. Toujours à l'avant, ouais. Et ici, c'est une autre chenille. Alors, elle est intéressante, celle-ci, parce que justement, ah, tiens, regardez. Les chenilles font de la soie. Elles font de la soie qui leur permettent de ne pas tomber, de s'écraser, et éventuellement de s'envoler également. Hein, dès qu'il y a un fil de soie, si l'animal est léger, tout petit, alors ça bouge plus, tu arrives à voir? Ouais, alors j'ai du mal à faire la mise au point. Elle bouge avec le vent. Effectivement, alors, il est beaucoup plus long que le précédent. Elle fait de la soie et elle peut s'envoler avec ça. Voilà. Donc ça, c'est surtout pour les petits individus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va la mettre par terre, parce que je veux voir son déplacement à terre. Alors, voilà. Alors Hypotypose, oui, tu pourras revoir le live dès qu'on l'aura mis sur la chaîne YouTube. Si tu vas sur YouTube, tu pourras aisément retrouver la chaîne sur laquelle on remet toutes nos émissions. YouTube, donc Paris Nature. Paris Nature. Il faut taper Paris Nature dans le moteur de recherche et on trouve assez rapidement. Alors cette chenille là, bon, elle est calme, mais si on arrive à voir par en dessous, on va voir qu'elle a donc 6 vraies pattes à l'avant, donc l'avant il est de ce côté-là, et l'arrière il est là, il a 4 ventouses. Il n'y en a pas 10 comme j'avais dit pour l'autre, là il n'y en a que 4, ce qui fait qu'il n'a pas de ventouse au milieu du corps. Donc pour se déplacer, il va être obligé de faire ce fameux, donc je vais le faire devant vous, plutôt que elle, si elle est fatiguée. Donc elle va faire ce mouvement, hein, va lâcher les fausses pattes arrière, les ramener, lâcher les vraies pattes avant et s'avancer comme ça, donc faire ce petit déplacement. C'est ce qu'on appelle une chenille arpenteuse, parce qu'en fait, donc cette chenille va donner un papillon adulte de la famille des géométridés, de la famille des géomètres. Et les géomètres, hein, vous savez, ceux qui mesurent les terrains, à l'époque, ils n'avaient pas trop d'instruments de mesure, donc ils faisaient des mesures avec leurs pieds, avec leurs enjambées, avec leurs mains. Et donc, ils faisaient des petits mouvements, souvent comme ça, avec leurs pouces et leur index, pour mesurer les distances. Et donc, ils pouvaient aussi arpenter, les fameux arpents. Faire des arpents pour mesurer les distances. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça une chenille arpenteuse. Et donc ça donne la famille des géométridés, famille des géomètres. D'accord. Voilà. Et c'était un papillon de nuit. Tous les géométridés, c'est que les papillons de nuit. Donc quand vous voyez quand elle fait ce mouvement-là, vous savez que c'est un papillon de nuit. D'accord. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah oui, alors ça va sauter. Voilà, on est dans le groupe des criquets, sauterelles, grillons. Donc on est dans l'ordre des orthoptères. Là on avait lépidoptère, là on est orthoptère. Ptère à angle droit, ortho.
Hein, quand on va chez l'orthodontiste, on va se remettre les dents droites. Alors, est-ce que si je le pose délicatement, il va être assez sage? Donc, c'est un grillon des bois. C'est une larve. Donc là, on est chez un groupe d'insectes hémimétaboles. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne se transforment pas complètement, comme le papillon. Le papillon, la chenille, doit se transformer, donc passer par un stade de nymphe qu'on appelle chrysalide, On peut le laisser pour se transformer en adulte. Alors que les grillons, par exemple, là c'est un bébé, donc c'est une larve, donc elle ressemble déjà à un adulte finalement, hein, sauf qu'elle n'a pas d'ailes. C'est la différence avec un adulte, c'est que les adultes ont des ailes. C'est ça. Voilà, bon, Tu nous l'avais montré dans le couloir aux insectes, si vous regardez l'autre vidéo sur les animaux d'élevage qu'on a au jardin des papillons. Voilà, je ne vais pas écraser. J'en profite, hein, n'hésitez pas à aller revoir. Hein. On vous parlait tout à l'heure de la chaîne YouTube. Voilà, on va devoir terminer de toute façon. Et notamment... Là, je vous montre un dernier animal. Alors, il va être très difficile à voir parce qu'il est tout petit, mais ça va vous permettre de vous parler d'un autre ordre supplémentaire. C'est l'ordre des zoomoptères. Les zoomoptères, c'est les ailes identiques, homo identiques. Alors, on a donc ces fameux pucerons. Tout le monde connaît les pucerons. On les voit. Hein, on les aime pas trop. C'est les insectes suceurs. Ils ont une petite trompe comme une paille sous le corps qui vont enfoncer dans la plante pour aspirer la sève sucrée. Donc ça peut affaiblir un petit peu la plante, déjà parce que ça lui aspire de la sève et en plus ça crée des petits trous, donc il peut y avoir des maladies qui rentrent, hein, c'est des blessures. Mais on a des pucerons, là c'est des pucerons qu'on a trouvés je crois dans le lierre ou dans l'épicéa, je ne sais plus, mais ils sont rigolos parce qu'ils sont, il y a plusieurs couleurs, on en a des verts au fond de la boîte, si je bouge comme ça, il y en a des verts qui étaient très vifs et aussi. celui-là est bien rouge. Et il y en a un vert. Et il y en a avec des ailes. Donc là, alors je ne suis pas spécialiste des pucerons, c'est un groupe très difficile déjà parce qu'ils sont petits. Voilà, celui-ci, je sais qu'il existe des espèces de pucerons où il n'y a que les mâles qui ont des ailes. Il y a des pucerons où il y a mâles et femelles n'ont pas d'ailes. Et il y a des espèces de pucerons où les mâles ont des ailes puisqu'eux, ils vont pouvoir se déplacer pour aller féconder des femelles. Voilà, donc ça je pense, je ne suis pas spécialiste des zoomoptères. Hein. Alors en entomologie, hein, jamais personne n'est spécialiste de tous les insectes. En général, les entomologistes ils sont spécialisés dans un ordre. Donc il y a les coléoptéristes, voilà, les spécialistes des coléoptères. Et encore même des fois c'est spécialiste d'une famille. Voilà, Coccinellidés. Parce qu'il y a plein de coccinelles, hein. Il y a plein de petites coccinelles avec plein de taches. Voilà, c'est moins connu, mais voilà, il en existe vraiment plein. Donc là on est chez les zoomoptères, donc c'est la famille, l'ordre des cigales, et en fait en général c'est l'ordre de toutes les bestioles que les jardiniers n'aiment pas. La cochenille, les pucerons. Ah, la cochenille en fait partie. Ouais, cochenille. Alors la cochenille c'est un animal très particulier, on se demande même si c'est un animal, parce que, enfin on le sait que c'est un animal, mais on peut se demander pourquoi ce serait un animal, parce que on a des espèces de cochenilles, notamment chez les femelles. Encore, il y a des mâles qui peuvent avoir des ailes qui peuvent se déplacer, mais il y a des femelles qui ressemblent vraiment à rien, elles n'ont pas de pattes, elles ont presque pas de bouche. En fait, on se demande où est le corps. Et du coup, ils restent sur place. Elles pondent en dessous d'elles-mêmes, puis elles se désagrègent et les œufs vont voler. La poudre blanche, finalement, c'est des œufs. Oui, voilà. Les cochenilles farineuses. Donc, la cochenille farineuse. Voilà. On en avait vu au cerf de taille. La cochenille farineuse, la femelle, elle ressemble à rien. On dit c'est du lichen, quoi. Ça bouge pas. Voilà. Donc ça c'est les zoomoptères. Après il y a plein d'autres ordres, là je vous ai montré les plus connus qu'on a réussi à attraper, les coléoptères, les lépidoptères, les hyménoptères. Il y a plein d'autres ordres comme les phasmoptères, hein, ceux qui font partie de l'ordre des phasmes, les manthoptères, les menthes. Voilà, il y a plein d'autres ordres moins connus. C'est bien. Voilà, donc tout un monde à découvrir. Exactement, il faut, quand vous avez un balcon, quand vous avez un jardin à proximité, n'hésitez pas à faire preuve de curiosité, à regarder de près ce qu'il y a sous vos pieds. Voilà. Ça peut être intéressant. Écoute Fred, je te remercie. Merci à vous. Merci beaucoup pour ton accueil et pour la clarté de tes explications. Je vous invite tous à aller voir sur Que faire à Paris, l'agenda de la ville de Paris. Vous pouvez retrouver le programme Paris Nature pour le mois de mai. Donc il est sorti il y a quelques jours. Mois de juin arrive. Exactement. Et là vous allez trouver énormément de propositions d'ateliers, de visioconférences, notamment ici à la maison Paris Nature. Je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour un prochain live. À bientôt.